Bonjour, chronique longue aujourd'hui, il faut peut-être que je signale ce genre de choses donc puisque j'ai décidé d'alterner entre des chroniques courtes et des chroniques longues pour les livres auxquels je tiens vraiment, les livres etc, hein, pas seulement les livres. Et là pour le coup ça sera longue et même s'il s'agit d'une relecture parce que je vais vous parler d'un texte que j'adore vraiment, que j'ai lu, relu, re-relu dans trois traductions différentes et que je trouve vraiment sublime. Il s'agit de Les Notes de l'Ermitage suivies d'Histoire de conversion de Kamo no Chomei. Donc les titres originaux c'est Hojoki pour les Notes de l'Ermitage et Oshinshu pour les histoires de conversion. Dans cette édition, c'est présenté et traduit du japonais par René Sieffert. La couverture, ce sont des calligrammes par Soryu Uesugi. Ça a été publié aux Publications Orientalistes de France dans la collection Tama en 1995. Bon, le texte original, lui, date de 1212, c'est pas la même chose. Et c'est un tout petit bouquin puisqu'il fait 94 pages et le Hojoki, à proprement parler, bien moins. Énième relecture donc d'un très court texte, splendide et dont je ne me lasse pas. Du coup, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler sur ce blog sous le titre Notes de ma cabane de moine. C'était l'essai classique de Kamo no Chomei, était alors traduit par le révérend père Sauveur Kando et accompagné d'une abondante postface de Jacqueline Pigeot. Je l'avais brièvement mentionné à nouveau lors de ma relecture de l'anthologie 1000 ans de littérature japonaise, éditée et traduite par Nakamura Ryoji et René de Sekati. C'était en fait dans cette édition, sous le titre Écrit de l'Ermitage, que j'avais découvert cette merveille il y a de cela presque une quinzaine d'années. Mais entre cette première lecture et celle que j'avais chroniquée ici même, j'étais régulièrement repassé par ce texte dans une autre traduction française, et pour le coup la meilleure, je crois, celle de René Sieffert sous le titre Les Notes de l'Ermitage. Et c'est à cette version que je retourne aujourd'hui. René Sieffert, éminent japonologue, était sans doute le plus important traducteur français de la littérature japonaise classique. Rien que sur ce blog, je peux ainsi renvoyer au premier tome des tragédies bourgeoises de Chikamatsu, aux dits de Heichu, de Hogen, de Heiji et surtout des Heike, ainsi qu'aux contes de pluie et de lune de Ueda Akinari. Mais on lui doit aussi d'autres traductions que j'ai pu aborder sans que cela ne ressorte sur ce blog, par exemple du Manyoshu, du conte du coupeur de bambou, ou encore et surtout du dit du Genji de Murasaki Shikibu, et il y aurait sans doute bien d'autres titres à mentionner, y compris dans une littérature plus contemporaine d'ailleurs. Vous voyez ici les Belles Endormies de Kawabata Yasunari. Je vous dirai bientôt quelques mots d'ailleurs de l'anthologie poétique classique de 100 poètes un poème, c'est toujours du René Sieffert. Ce traducteur méticuleux, extrêmement précis, a toutefois, j'ai l'impression, un trait caractéristique qui peut s'avérer problématique à l'occasion. Désireux de rendre au mieux la langue japonaise classique, il fait souvent le choix d'un français un peu, ou pas qu'un peu, archaïque, quitte à perdre en spontanéité ce qui lui gagne en élégance. Des décisions mûrement réfléchies, certes, mais qui n'en sont pas moins des partis pris admis comme tels. Voyez dans le dit du Genji ce moment important de la préface où le traducteur explique avoir pris pour modèle Saint-Simon disséquant la cour de Versailles. Dans certains cas, je crains que ce ne soit un peu trop pour ma pomme, tout spécialement quand c'est de poésie qu'il s'agit. J'aurai l'occasion d'y revenir donc en traitant de 100 poètes un poème, mais c'est aussi vrai du Manyoshu, etc., ou d'ailleurs, et peut-être plus encore, des passages chantés des tragédies bourgeoises de Chikamatsu. Et on peut ici l'opposer par exemple à Gaston Renaudot, je suppose, traducteur incomparablement moins précis, mais dont le rendu simple et sobre, par exemple dans les contes d'Issée ou l'anthologie de la poésie japonaise classique, parle davantage au cœur plutôt qu'à l'intellect. Mais pour le coup, les choix de Sieffert traduisant le Hojoki de Kamo no Chomei s'avèrent absolument pertinents. Et cette fois, les circonvolutions affectées de la langue n'obscurcissent jamais le propos qui demeure limpide et sûr de bout en bout. Citons par exemple ces premières phrases du bref essai que tous les Japonais connaissent par cœur, dit-on, page 17. Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n'est jamais la même eau. L'écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n'est d'exemple que longtemps elle est durée. Pareillement, advient-il, des hommes et des demeures qui sont en ce monde. Sur la grosse vingtaine de pages constituant les notes de l'Ermitage au sens strict, la langue d'une infinie pureté est toujours belle et toujours juste, et finalement d'un abord simple, limpide, ce qui était bien le propos. Et c'est toujours pertinent dans les deux temps pourtant très distincts de l'essai. Je ne vais pas rentrer excessivement dans les détails, mais un peu quand même, d'autant que j'avais déjà mentionné pas mal de choses dans ma précédente chronique et qui globalement demeurent vraies, avec des guillemets. Après cette nouvelle relecture, ce n'est certes pas toujours le cas. Je vous y renvoie donc si jamais vous désirez d'autres commentaires baliens sur ce texte que j'adule. Rappelons simplement que l'essai, passé l'image initiale envisagée plus haut,
s'ouvre sur une litanie rapportant les catastrophes essentiellement naturelles qui, en l'espace d'une dizaine d'années à peine, ont affecté, voire détruit encore et encore la capitale, Heian, futur Kyoto. Un immense incendie, un redoutable typhon, 2 années de famine faisant des dizaines de milliers de morts dans la seule capitale impériale, les chiffres avancés par Kamo no Chomei paraissent, semble-t-il, crédibles aux exégètes, et enfin un terrible tremblement de terre, sans précédent nous dit l'auteur, et dont les répliques se sont fait sentir pendant 3 mois. À ces catastrophes naturelles, toutefois, Kamo no Chomei adjoint étrangement ou pas la tentative très malvenue du tyran Taira no Kiyomori, alors au fait de sa puissance, de déplacer la capitale. Et c'est la seule véritable allusion au chaos politique du Japon d'alors, qui basculait de la société aristocratique de Heian à la civilisation médiévale des guerriers, et d'abord celle de l'époque du shogunat de Kamakura, en 1212 quand Kamo no Chomei écrit son classique, on est en plein dedans. Désir peut-être de ne pas trop se mouiller? La littérature du temps en est pourtant bien autrement affectée dans l'ensemble, des histoires qui sont maintenant du passé visant à convertir le peuple à la fois bouddhique, en ces temps troublés qui ne peuvent être que ceux de la fin de la loi prophétisée par le Bouddha historique, j'y reviendrai, aux premiers états, car ils ne seraient fixés par écrit que bien plus tard, du cycle épique des Taira et des Minamoto. En même temps, le lien se fait tout naturellement avec la pièce maîtresse de ce dernier, le Dide Heike. La métaphore de l'eau représentant le temps et de la maison représentant l'impermanence de toute chose, Mujo, c'est la notion clé d'inspiration bouddhique, chez Kamo no Chomei, trouve un écho dans les premières lignes de la chronique guerrière qui en déroule le propos en guise d'avertissement. Citons-les à nouveau, traduction de René Sieffert là aussi donc. Du monastère de Gion, le son de la cloche, de l'impermanence de toute chose et la résonance. Des arbres chara, la couleur des fleurs démontre que tout ce qui prospère nécessairement déchoit. L'orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. L'homme valeureux de même finit par s'écrouler ni plus ni moins que poussière au vent. La gloire et la décadence des Taira illustrent donc exactement le même propos que les maisons sans cesse bâties, sans cesse détruites, dans le Hojoki. Toutefois, Kamo no Chomei ne s'en tient pas là. La deuxième partie de son essai est consacrée à sa vie en tant qu'ermite. Il s'est retiré du monde, et sans doute un peu par dépit et rancœur, vers l'âge de 50 ans. Dans une minuscule cabane, et même de plus en plus petite à mesure que les années passent. Le titre originel de Hojoki renvoie à une unité de mesure des surfaces, dimension qui ne ressort pas des traductions françaises. Kamo no Chomei nous parle alors des bienfaits du détachement, mais avec une extrême simplicité, quelque chose d'un peu bonhomme, qui le rend extrêmement sympathique. Moine, mais pas dévot, il prie le Bouddha et prononce le saint nom d'Amida quand il y pense, de son propre aveu. Kamo no Chomei n'a ici du moins rien d'un prédicateur intransigeant, blâmant la moindre faute chez son semblable et lui promettant plus qu'à son tour l'enfer ou une mauvaise renaissance. Non que ces questions ne le préoccupent pas. Les récits de conversion qui concluent cette édition montrent assurément qu'il y attachait de l'importance, mais sur un ton finalement assez doux et peut-être surtout lumineux, sans se faire non plus d'illusions sur son propre cas. On l'imagine sourire un brin quand, en dernier recours, il fait cet aveu que sa cabane lui plaît bien, beaucoup même, et que cela démontre qu'il n'est pas suffisamment détaché. On devine qu'il pourrait aussi s'adresser ce reproche pour continuer dans ces conditions de jouer de la musique, on sait qu'il était un musicien accompli, de composer de la poésie, il n'était ici pas sans talent mais tout de même davantage médiocre dans ce registre, ou, bien sûr, d'écrire les notes de l'ermitage. La sérénité l'emporte pourtant, une sérénité finalement souriante, oui, même après la litanie des catastrophes. Le plaisir tout simple de contempler de beaux paysages, ne pas craindre la mort, ne pas être pressé non plus de mourir, observer les animaux, discuter avec un enfant. On a souvent comparé, et sans doute à bon droit, les notes de l'ermitage de Kamo no Chomei au Walden de Henry David Thoreau. Mais le ton du premier est bien plus charmant que celui du second en ce qui me concerne. L'expérience de l'Américain, bien moins totale, il ne restait en fait pas dans sa cabane, se rendait régulièrement en ville ou recevait chez lui, il y avait un biais d'emblée du fait du projet littéraire, etc., suscite certes de fort belles pages consacrées à la nature, qui relient les deux œuvres, mais dans sa philosophie, Thoreau a souvent quelque chose d'un pénible donneur de leçons, pas Kamo no Chomei. Et ce quand bien même c'est peut-être, voire probablement, son aigreur qui a décidé de son retrait du monde. Il a le sourire aimable et complice d'un Bouddha. La litanie des catastrophes, dès lors, ne s'avère pas si apocalyptique, peut-être, voire pas si pessimiste qu'elle en a l'air. C'est un constat, empreint de tristesse et de douleur assurément, et pourtant il demeure une échappatoire accessible à tous dans ce détachement tout philosophique qui peut nous ramener, nous occidentaux, à un Épicure.
Et c'est toujours un constat davantage qu'une leçon, mais à un deuxième niveau car essentiellement intime. Kamo no Chomei communique une expérience, mais c'est au lecteur de décider qu'en faire, un lecteur que l'on ne brusquera pas. Finalement, peut-être Kamo no Chomei est-il ici inspiré d'une manière ou d'une autre par d'autres courants philosophico-religieux de l'extrême-orient classique, le taoïsme tout spécialement et son principe de non-intervention. Bon, je n'ose pas m'avancer davantage sur ce terrain dont je ne sais au fond rien. René Sieffert, cependant, a complété ici le très bref Hojoki par une sélection d'autres textes de Kamo no Chomei, une cinquantaine de pages, soit 2 fois plus que les notes de l'Ermitage à proprement parler, d'extraits de son Hoshinshu, ce que le traducteur rend par histoire de conversion. Je ne m'étendrai pas sur la question, j'y reviendrai probablement un de ces jours en vous parlant de l'œuvre entière, car elle a été éditée depuis sous le titre Récit de l'éveil du cœur aux éditions du Bruit du Temps, où l'on trouvait donc aussi le Hojoki sous le titre de Notes de ma cabane de moine. C'est un texte plus difficile à aborder. La limpidité du Hojoki est telle que, même si c'est un texte forcément ancré dans sa culture et dans son temps, il acquiert bien vite une dimension universelle pouvant dispenser le lecteur de se référer sans cesse à d'érudites notes de bas de page. C'est beaucoup moins vrai pour le Hoshinshu, dont quelques extraits mentionnés ici m'ont souvent paru hermétiques. Comme mentionné plus haut, je suppose que l'on peut faire un lien entre ces récits et ceux contenus dans un autre ouvrage compilé approximativement à la même période, Les histoires qui sont maintenant du passé, Konjaku Monogatari. Le chaos de la fin de l'époque de Heian, soit pour nous la seconde moitié du XIIe siècle, apparaît pour beaucoup comme l'illustration de ce que, disons, la fin des temps est proche. Il s'agit donc de sauver les hommes en leur enseignant la loi bouddhique, car le bouddhisme jusqu'alors avait essentiellement touché l'aristocratie. Dans les campagnes, cette foi avait bien moins pénétré, et les paysans s'en tenaient pour l'essentiel au Shinto, alors pas le moins du monde constitué et peut-être même pas désigné ainsi. Notez au passage que Kamo no Chomei était le fils du desservant d'un important sanctuaire, Shinto donc, auquel il n'a pu succéder pour de complexes raisons politiques. Il s'est fait ermite, bouddhiste, tardivement, car il avait d'abord cherché à obtenir d'autres charges du même ordre, sans succès. La biographie de l'auteur illustre ainsi le syncrétisme japonais. Mais revenons aux histoires qui sont maintenant du passé. Les moines Obiwa, itinérants et qui joueraient plus tard un rôle fondamental, notamment avec le Didaike, colporté et transmis de la même manière, prirent donc sur eux de prêcher l'enseignement bouddhique au peuple. Pour ce faire, ils avaient recours à des histoires, souvent, voire systématiquement merveilleuses, destinées à l'édification. C'est des récits conçus de toutes pièces que l'on disait s'être produits il y a bien longtemps en Inde, un pays où aucun japonais n'avait jamais mis le pied, ce qui autorisait toutes les fantaisies, en Chine ou au Japon, avec dans ce dernier cas abondance de références historiques et culturelles supposées garantir l'authenticité des miracles rapportés. On y vantait les vertus du Sutra du Lotus et plus généralement des trois joyaux, le Bouddha, son enseignement, les moines qui le transmettent. Kamo no Chomei me paraît s'inscrire dans cette tendance avec son Hoshinshu. Il y narre nombre de brèves histoires visant à l'édification et illustrant les principes fondamentaux du bouddhisme, la causalité et la bienveillance, ainsi que, plus précisément, de la doctrine amidiste, comme souvent les histoires qui sont maintenant du passé, assurant à tout un chacun le salut à la condition de prononcer en toute sincérité au moins une fois dans sa vie le Namu Amida Butsu. Rappelons de manière plus générale que c'est alors une époque d'intense activité religieuse, où deux courants majeurs du bouddhisme japonais, l'amidisme et le zen, quand bien même tous deux originaires du continent, acquièrent des traits propres à la culture religieuse de l'archipel. Je vous renvoie si jamais à l'histoire du Japon médiéval de Pierre-François Suéry, qui contient de passionnants développements relatifs à cette question fort complexe. Mais contrairement aux histoires qui sont maintenant du passé, les récits de l'éveil du cœur de Kamo no Chomei, j'ai l'impression, ne sont pas systématiquement merveilleux, même s'ils le sont souvent. Je crains cependant de ne pas pouvoir en dire plus ici, car le propos de nombre de ces récits m'échappe. Certains sont très explicites. Ici, la jalousie, là, la vanité font que telle femme ou tel homme, qui présentait pourtant aux yeux de tous un véritable caractère de sainteté, se réincarne en un tengu ou une sorte de serpent en punition de ses mauvais penchants. Par contre, la sincérité, la générosité, la bienveillance assurent à tous, même à ceux qui ont d'abord mené une mauvaise vie, litote, on parle régulièrement de criminels, une heureuse renaissance dans la terre pure, le paradis d'Amida situé à l'ouest. Mais d'autres textes sont bien davantage ambigus et d'une morale plus difficile à trancher. À moins que ce ne soit d'emblée une erreur de les envisager ainsi. Après tout, même le Konjaku Monogatari, dans son ultime partie japonaise, délaissait en dernier ressort les trois joyaux,
pour narrer des histoires dites vulgaires, au sens de profane, mais parfois bien crues, oui. De ces récits qui enchanteraient plus tard un Nakutagawa Ryunosuke. On en a des exemples dans la Shomon et autres contes, surtout, ainsi que dans La vie d'un idiot et autres nouvelles, si je ne m'abuse, et ailleurs aussi, je suppose. Mais est-ce cela ici? Je n'en suis franchement pas persuadé, en fait. À l'évidence, ces récits ne m'ont pas autant parlé que le Hojoki. De manière générale, ils sont forcément plus dévots et donc moins universels, ou en tout cas touchent bien moins un agnostique dans mon genre. Si je saisissais davantage le propos de l'auteur, histoire par histoire, peut-être cela me toucherait-il davantage. Un de ces jours, je compte bien lire les récits de l'éveil du cœur, et de manière plus scientifique, avec des guillemets. Bon, on verra, hein. Qu'importe, pour l'heure c'est le Hojoki qui m'intéresse, et ce très court texte me paraît toujours aussi beau, toujours aussi fort. Donc je compte m'en inspirer pour guider ma vie bien navrante, hein. Je ne me retirerai certainement pas dans un ermitage quant à moi, même si mon appartement n'est certes pas exactement un lieu de passage. Et le détachement, bon, pas vraiment. Et bien sûr, je ne suis pas le moins du monde bouddhiste. Mais, justement, je ne suis pas en train de vous vendre là une merdouille spirituelle, ou ce qui revient au même, un de ces affreux machins que l'on range sous l'enseigne développement personnel. Les notes de l'ermitage valent assurément bien mieux que ça. Au-delà du propos, il y a la pure grâce de la plume, resplendissant d'une authentique sérénité qui n'a absolument rien de la pacotille parfois bêtement qualifiée de zen, au sens le plus pseudo-simpliste et donc vulgaire, et compagnie, qui encombre les rayonnages des librairies. Le Hojoki est un témoignage, pas un guide, et c'est une œuvre d'une extraordinaire poésie. Sa simplicité apparente le rend plus appréciable encore, et il n'a pas grand-chose à voir avec ces prêches invasifs que nous assènent régulièrement les trop nombreux ersatz de la soldotesque du penser juste et vivre bien. Il parle au cœur, suscitant la douleur puis l'apaisement. On peut le lire sur un mode pessimiste ou sur un mode optimiste, une question de focale. Il parlera dans les deux cas. Et 8 siècles plus tard, le bref essai de l'ermite Kamo no Chomei brille plus que jamais d'une sagesse universelle et intemporelle.